Bon début de semaine à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi nos antennes pour être informés des nouveaux, messieurs et dames. Bienvenue à tous et à toutes. Mais avant tout, voici les grandes lignes. L'UNPC a primé 4 journalistes qui se sentent distingués dans le traitement des informations à coronavirus dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai. Et puis de l'autre côté, c'est ce lundi 3 mai que l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a remis un mémorandum de la Sanko au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia, au Palais du Peuple. Autre chose à présent, Jules Alinguete, patron de l'inspection générale des finances, a interdit à 4 personnalités de quitter le pays car leur fuite est à craindre. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois des plus bienvenus dans cette nouvelle session d'information sur 10e rue Télévision. À la une de cette édition, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser ce soir à la nation congolaise à travers une allocution radio-télévisée. Ce message sera diffusé sur les antennes de la chaîne nationale au cours de ces éditions vespérales. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse commémorée ce 3 mai sous le thème « L'information comme bien public » que l'UNPC a primé 4 journalistes qui se sont distingués dans le traitement des informations sur la sensibilisation de la population contre le coronavirus. Suivez ces reportages signés Naga Ngoudimossi et Désiré Ouemboloa. Profitant de cette journée de la célébration de la liberté de presse que l'Union nationale de presse congolaise a primé ce 3 mai 4 journalistes qui se sont distingués dans la publication des articles de presse en ce qui concerne la sensibilisation de la population congolaise contre la pandémie à coronavirus. Mesdames et messieurs, je n'encouragerai en aucun cas la répression ou les brimades contre les journalistes. Moins encore une loi liberticide vis-à-vis de la presse. Il ne s'agit pas non plus d'une auto-flagellation de notre métier. Mais face aux dérives que nous observons, je réclame urbi et urbi l'ordre, la discipline et l'excellence dans l'exercice du journalisme par l'application stricte de textes réglementaires. Tenant son discours, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a non seulement demandé aux journalistes l'impartialité dans le traitement des informations, mais aussi l'abandon des mauvaises pratiques qui rongent le métier du journaliste. Nous devons être responsables. Évitons du sensationnalisme, évitons d'être des ventes en guerre. On ne peut pas être nous-mêmes, journalistes congolais, être contre notre État. L'État congolais, c'est notre État. Nous devons l'accompagner en toute responsabilité. Notre président nous a invités à faire ce travail dans le respect de l'éthique, la déontologie continue. Plusieurs autorités ont répondu favorablement à l'invitation de cette activité en vue de soutenir les chevaliers de la plume. Il reste aux journalistes de bien faire son métier selon les normes et la neutralité dans le traitement de faits. Tournons notre chapitre pour parler de cette actualité. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia, ce lundi 3 mai au Palais du Peuple, un mémorandum de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACAC. Il s'agit de la contribution de l'Église catholique du Congo et celle de toute l'Afrique centrale pour appuyer les efforts du Parlement et du président de la République qui, chacun en ce qui les concerne, a pris des louables initiatives. Si l'Assemblée nationale a diligenté une commission d'enquête parlementaire, le président de la République a décrété un état de siège pour résoudre durablement la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays.
Crise qui a culminé ces dernières heures sur l'assassinat de l'imam Cheikh Ali Amini de Beni en plein culte dans la grande mosquée de la ville. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès, entre autres, du Parlement et du gouvernement. Bien avant ça, la CAC et la SENCO avaient déjà diligenté une mission de réconfort et solidarité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Jules Alingueté, directeur général des LIGEF, a saisi le chef de la DGEM dans une correspondance datée du 14 avril dernier. En toile de fond, 4 personnalités ont été interdites de quitter le territoire national. Alors, qui sont ces 4 personnalités et qui leur fuite est prévenue? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Vincent Mouzungu. Le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Déby, a nommé Sidi. L'inspection générale des finances a interdit à 4 suspects de quitter le territoire national pour détournement des fonds des péages routiers. Dans une correspondance depuis le 14 avril adressée au directeur général de la Direction générale des migrations, Jules Alingueté, inspecteur général, chef de service à l'inspection générale des finances, interdit à 4 suspects de quitter le territoire national congolais. Il s'agit de Janine Bichi, Azaleng, Chris Ngopos, Nina Nkusia Moudiandambo. Il leur est soupçonné concernant des dossiers de dépenses effectués par des concessions des péages routiers d'opérer des retraits de fonds pour les comptes du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sans en avoir ni titre ni qualité. La perspective de confirmation de ces observations pourrait amener les susmentionnés à tenter de se soustraire des responsabilités qu'ils seraient amenés à assumer. Et c'est pour prévenir cette fuite que la présente vous est adressée à titre de mesures conservatoires, conclut Jules Alingueté. Parlons à présent UDPS, parti présidentiel où le secrétaire général Augustin Kabouya a effectué une descente à Matadi dans le Congo central le week-end dernier. Une tournée consacrée à la 6e et dernière cérémonie de l'investiture du comité fédéral de l'UDPS Matadi. Laïni Bonyoma. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a clôturé sa tournée de redynamisation du parti ce dimanche 2 mai à Matadi, dans le Congo central. C'est au stade d'Amar, plein comme un œuf, que le numéro 2 du parti présidentiel a procédé à la cérémonie d'investiture du comité fédéral de l'UDPS Matadi. Ce nouveau comité fédéral sera dirigé par Dominique Nkodia Mbete, qui a reçu drapeau, statut comme symbole du parti. À travers son mot de circonstance, le président Nkodia Mbete a appelé tous les combattants au travail et invite à une grande redynamisation du parti, dans le souci d'apprêter les armes pour les enjeux électoraux prochains. Devant le combattant matadien et notable de cette province, Augustin Kabouya dit Mouanabouté, a appelé les uns les autres à pratiquer l'amour, la discipline et l'unité à l'image d'un parti au pouvoir. C'était plutôt l'élément réalisé par Z Moukoko. Dans un autre registre, l'ouverture ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe du procès sur le meurtre du général Delphin Kaimbi, décédé le 28 février 2020 en sa résidence dans une circonstance où les raisons n'ont pas été élucidées. Suivez. Ouverture du procès du meurtre du général Delphin Kaimbi ce lundi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Les circonstances dans lesquelles est décédé le général-major Delphin Kaimbi le 28 février 2020 en sa résidence à Kinshasa ne sont pas toujours
élucidée. C'est dans ces cadres qu'est s'ouvre une audience publique ce lundi 3 mai au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Sa mort est émouvante compte tenu du caractère flou qui l'entoure. Laissons la justice, laissons les médecins nous dire quelles sont les causes, quelle est la cause réelle de cette mort que nous déplorons tous. Il est donc prévu en cette première journée d'audience la comparution de 6 personnes, dont Brendan Koy, veuve du général. Soulignons que ces 6 personnes sont accusées d'homicide volontaire avec préméditation sur le général et de participation à la commission d'assassinat. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui voulait plus de lumière sur cette affaire, avait le 6 mars dernier annoncé au Conseil des ministres que d'après les éléments en sa possession, en ce qui concerne la mort du général Delphin Kayimbi, qu'il s'agit d'une mort par pendaison. Delphin Kayimbi avait été suspendu 2 jours avant sa mort, après avoir été interpellé le 20 février 2020 par la Direction générale des migrations, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour l'Afrique du Sud. Nous, on pensait qu'il devrait mourir d'abord dans la guerre, pendant la guerre, au front même. Mais sentir qu'il s'est suicidé ou il s'est pendu, c'est un message surprenant. Et nous avons seulement des chocs. D'une page à une autre, Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, milite pour la suppression urgente de l'acte juridique créant RAM et invite le Premier ministre et le ministre des Pétantiques de prendre en compte l'expression triste de la population suite à la dite taxe. C'est ce qu'on peut lire sur son compte Twitter. Georges Kapiamba de la CAGE milite pour la suppression urgente de l'acte juridique, le créant. Plusieurs associations de la société civile basées à Kinshasa sont ce matin dans la rue pour dénoncer la taxe de l'enregistrement du registre des appareils mobiles, RAM en sigle, imposée à la population. En quoi Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, les effets néfastes de la taxe RAM sur les droits humains milite aujourd'hui en faveur de la suspension urgente de l'acte juridique, le créant. Nous appelons le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde-Kenge et le ministre des Pétantiques à prendre en compte les réclamations incessantes de la population, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Et puis en province, les écoliers et élèves des Béni, dont les Nord Kivu, ont repris le chemin de l'école ce lundi après plus de 3 semaines d'arrêt pour manifester justement contre l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays. Ils s'en remettent aux autorités pour pacifier justement définitivement cette partie du pays pour leur permettre de vivre et étudier dans la paix. Patricia Bomolo. Réunis en assemblée générale le dimanche 2 mai dans une salle de l'école primaire d'application opérationnelle dans la cour de l'Institut Bungulu en commune de Béou, ville de Béni, les représentants des comités d'élèves des écoles de Béni ont opté pour la levée de leurs actions et ont accepté la reprise des cours dès ce lundi 3 mai 2021. Ils appellent leurs collègues à se présenter dans leurs écoles respectives car la parole du chef de l'État inspire confiance. Dans une déclaration rendue publique, le comité d'élèves conditionne la poursuite des cours par certains points qui nécessitent des réponses dans un futur proche. Les élèves exigent de la police la restitution dans 48 heures des biens ravis lors de la récente manifestation. Dans les cas contraires, ils vont reprendre les manifestations. Aussi, la matérialisation de la promesse du chef de l'État est très attendue par les signataires de la déclaration. Plusieurs écoles ont reçu les élèves et écoliers, même si la reprise est un peu timide dans d'autres écoles de la place. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré le dimanche 2 mai dernier les centres des Nyakeru dans les territoires d'Irumu après le combat contre le milicien de la force patriotique et intégrationniste du Congo qui régnait en roi dans ces villages. Regardez. Contre des Nyakoundé, chef-lieu de la chefferie d'Ondissoma, situé à 45 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu, a été récupéré le dimanche 2 mai aux environs de 7 heures par les forces armées de la République démocratique du Congo, basées à Marabo, après leur offensif contre les miliciens de la force patriotique intégrationniste du Congo qui ont pris possession de cette entité
il y a quelques semaines. Réputé pour son hôpital général de référence spécialisé en ophtalmologie, ces miliciens régnaient en roi dans ces villes, dans ces villages où ils ont sémé un désordre inexplicable et une désolation auprès de la population. Mettre hors de temps de nuire ces rebelles pour permettre à la population qui avait fui ces villages de regagner était la mission de l'armée. Chose faite, après ces combats, le FARDC ont mis en route ces miliciens avec facilité, puisque certains d'entre eux qui ont occupé Niakoundé ont vidé ces villages avant l'entrée de l'armée loyaliste. Le bilan des affrontements n'a pas été donné par les porte-parole de l'armée en Ituri. Selon lui, la poursuite des opérations pour nettoyer la zone de montagne surplombant les centres de Niakoundé où l'ennemi s'est retiré continue. Il s'est de signaler que le samedi 1er mai, le chef de l'État et commandant suprême de l'armée avait décrété l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu suite à des massacres récurrents et perpétrés dans ces deux provinces du pays. Toujours en province, mais cette fois-ci à Matadi, où l'eau de la régie des eaux s'est fait rare dans les robinets à cause de la modernisation de la capacité de distribution. Après les réactions de la population, le directeur provincial de la régie des eaux du Congo central a réagi quant à ces. Laini Bonyoma. Se procurer de l'eau de la régie des eaux est devenu un casse-tête pour la population matadienne. Pour l'avoir, soit il faudra veiller toute la nuit, car ne sachant pas à quelle heure elle apparaîtra dans le robinet, ou encore il faudra s'informer dans quel coin de Matadi où cette denrée de première nécessité jaillit pour s'y rendre avec le récipient afin de s'en procurer. À ces problèmes, le directeur provincial de la régie des eaux, Julien Massirika, donne des raisons qui résultent au niveau de la production et la distribution de eau. Il est dit à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec le ministre des tuteurs Guilain Panzou. Au niveau de la distribution, vous avez vu pratiquement qu'il y a eu un projet. Le projet chinois a augmenté les tuyaux. Là où il y avait des petits tuyaux, il y a aujourd'hui des gros tuyaux, n'est-ce pas? Et qui vont jusque dans les fins fonds, même jusqu'à l'OBK. Mais la conséquence est laquelle? On a posé des gros tuyaux qui ont englouti la même quantité, là, la petite quantité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a aujourd'hui des manques d'eau que nous sommes en train de connaître. Au niveau de la production, pratiquement, nous n'avons pas de problème au niveau de la production. Mais seulement, c'est au niveau des modules qui devraient être ajoutés à l'usine. Vous comprenez que l'usine ici a été conçue pour un nombre bien déterminé. Mais avec l'exode rural, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ne sont plus rentrés dans le village. La population, qu'elle nous fasse confiance. Vous voulez soutenir la régie des eaux? Vous voulez qu'elle continue à vous donner de l'eau? Vous devez payer. Les directeurs provinciaux de la régie des eaux exhortent la population à payer ses factures et le gouvernement provincial à payer ce qu'il doit à la régie des eaux afin que l'entreprise résolve de multiples problèmes auxquels elle fait face. Faisons un tour au Tchad où après sa prise de pouvoir, le président Mahamat Idriss Déby a publié le gouvernement des transitions qui est composé des 40 ministres dont 2 opposants et 2 membres influents du parti de l'opposant historique. Aussitôt nommé, le président tchadien a pris la décision d'élever le couvre-feu décrété par lui-même lors de la prise du pouvoir après justement le décès de son père Idriss Déby. Zed Moukoko pour plus de détails. Un gouvernement de transition avec 40 ministres et secrétaires d'État pour répondre aux inquiétudes intérieures et internationales. Le nouveau portefeuille de la réconciliation nationale et du dialogue a été confié à Achek Oumar, ancien chef rebelle devenu en 2019 conseiller diplomatique à la présidence. Mahamat Alabo, chef du Parti pour la liberté et le développement, opposant historique à Idriss Déby, nommé un ministre de la Justice. Daoudi Yahya Brahim est en charge de la défense, un portefeuille qu'il a déjà occupé. Plusieurs anciens ministres du premier gouvernement d'Idriss Déby ont été reconduits dans leur précédent portefeuille et nommés à d'autres ministères. Porte-parole du dernier gouvernement, Shérif Mahama est nommé ministre des Affaires étrangères, poste qu'il a déjà occupé de 2018 à 2020. Depuis sa mise en place au lendemain de la mort soudaine du chef de l'État, des conseils militaires de transition présidés par Mahamat Déby est accusé par l'opposition et la société civile de coup d'État institutionnel. Rappelons que le président du conseil militaire de transition, Mahamat Déby, a promis des élections libres et démocratiques dans les 18 mois prochains.
Sport dans ces journaux, le tout-puissant Mazembe a battu à domicile les Sangabalende lors du match de la 24e journée, 1-0 et devient le premier au classement provisoire avec 54 points. Fanny Mouika pour le commentaire. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a battu Sa Majesté Sangabalende le samedi 28 avril au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi, dans une confrontation qui cadrait avec la 24e journée du championnat national de football Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe a eu raison de Sangabalende par 1-0. Ceci est une deuxième victoire méritée pour le Corbeau qui ont tout fait pour remporter cette rencontre. Le club de Lubumbashi a mis une forte pression sur les anges et saints de Mbujimaï jusqu'à s'offrir le but victorieux et salvateur dans le dernier minute de jeu. L'unique but de la partie a été marqué par l'international ivoirien Kofi Kwame. Le centre de Patou Kabangou, la tête, attention! Une nouvelle bénédiction qui permet au Corbeau de reprendre provisoirement la tête du classement avec 54 points devant V-Club qui compte 51 avec un match en moins. Après ces deux défaites successives, Sangabalende campe à la 4e position avec 42 unités. Je sens que la famille de Maniema. En page culturelle, pour boucler complètement cette session d'information, sorti en 2017, l'album Tokos 1 s'est vendu à 500 000 exemplaires en France, synonyme de l'éligibilité à la certification d'un disque d'or. Paul Senga pour les commentaires. J'en ai rien à faire de ta monnaie. Non, je pas d'un bad boy. Une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. L'album Tokos 1 de l'artiste Fally Ipupa est éligible au disque d'or en France. Surveille mes va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça. Sorti en 2017, l'album Tokos 1 s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, synonyme de l'éligibilité au disque d'or, puisqu'en France, pour obtenir ces disques, il faut vendre 50 000 CD. Il y a des mois, l'album comptait 49 501 CD vendus à une semaine du fin du mois d'avril. Après quelques ventes, le chiffre sera revu à 49 980. C'est l'une de ces warriors qui achètera le 20 CD restant à 140 €, ce qui ramène l'album à 50 000 CD. Avec ces chiffres records, l'album a atteint le seuil de certification. Mais l'annonce se fera bientôt par le syndicat national d'édition phonographique parce que ce dernier a repris son travail ce lundi 3 mai. Fally Ipupa devient ainsi le premier musicien congolais basé à Kinshasa à battre ses records. Notons également que les 6 titres bonus de l'album Tokos 2 sont désormais disponibles sur toutes les plateformes du téléchargement. Aigle. Le prince d'Adj. Vous avez compris que c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. L'UNPC a primé 4 journalistes qui se sont distingués dans le traitement des informations à coronavirus dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai. De l'autre côté, nous avions évoqué cette information ce lundi 3 mai que l'abbé Donatien Tchole, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, a remis un mémorandum de la Synco au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia, au Palais du Peuple. Jules Alingueté, patron de l'inspection générale des finances, a interdit à 4 personnalités de quitter le pays car leur fuite est à craindre. Voilà ce qui marque un point final à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi avec fidélité et nous nous retrouverons à la prochaine. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.